compris. Il est reconnu. Même le président de la République, lui, reconnaît cette qualité-là, cette vertu-là du pacificateur. D'ailleurs, je reconnais encore une fois lorsque le président de la République, juste lors de la proclamation du résultat de son élection, il avait dit que je reconnais cette qualité-là dans le chef de mon frère Vital Kamerhe comme les pacificateurs. D'ailleurs, d'autres l'appellent pacificateur jusqu'au bout. Alors, ces derniers, les pacificateurs Vital Kamerhe, va demeurer serein et ne sera pas se comporter comme une personne qui causera des scandales pour le bon déroulement, soit la continuité de l'instruction. Il sera en liberté lorsque le moment opportun viendra pour qu'il puisse la solliciter. Préjuridictionnel, il est donc prématuré de considérer comme si Vital Kamerhe cesserait d'accomplir ses fonctions parce qu'il n'a pas été encore condamné jusque-là. Il peut à tout bout de champ reprendre ses fonctions, d'autant plus qu'il n'est pas encore suspendu de ses fonctions en qualité de directeur de cabinet. Ils vont être informés, on devrait recueillir son avis avant de déclencher de telles poursuites parce que les directeurs du cabinet, ce n'est pas n'importe qui. Ils détiennent d'autres secrets d'État, peut-être plus graves que cette affaire. Merci beaucoup pour la question. Au fait, ma réaction est celle d'abord d'un juriste averti, consistant en ce sens que dans toute procédure extrajudiciaire, le législateur a édicté un certain nombre de principes auxquels les magistrats doivent se laisser guider. Étant bien entendu que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, il y a la primauté des lois sur toute autre considération. Alors, nous avions été surpris comme toute personne hier qu'à la suite de l'invitation du président national de l'UNC en qualité de renseignant, parce que une invitation lui a été lancée et que de bon cœur, en âme et conscience, en citoyen normal et conscient, il s'est présenté. Malheureusement, à la suite de l'audition en sa qualité de renseignant, il sera malheureusement placé sous mandat d'arrêt provisoire. Et comme vous venez de me poser cette question s'agissant du mandat d'arrêt provisoire, laissez-moi vous livrer quelques explications d'ordre juridique quant à ça. C'est quoi le mandat d'arrêt provisoire? En sigle MAP. Quelles sont les conditions édictées par les législateurs pour placer une personne sous MAP? Je dirais mandat d'arrêt provisoire. Quelle est la suite réservée à la personne qui est placée sous mandat d'arrêt provisoire? Et là, je m'en vais directement pour commencer à vous expliquer en détail la portée de cet état des choses, cet état de procédure. D'abord, nous sommes dans une phase pré-juridictionnelle. C'est une phase d'enquête. En amont, dans les dossiers Kamerhe, il y a un problème, disais-je, un sérieux problème. Dans quel sens? Les magistrats instructeurs avaient tout le temps pour enquêter sur ces dossiers. Il y a même
des personnes qui étaient déjà placées en détention préventive. Alors, au cas où on citerait les noms de Vital Kamerhe comme co-auteur à cette forfaiture, les magistrats instructeurs n'hésiteraient pas un seul instant pour pouvoir inviter par devers lui M. Vital Kamerhe, pas en qualité de renseignant, mais bien entendu en qualité d'accusé. Rien n'avait empêché au magistrat instructeur de pouvoir lui lancer un mandat de comparution. Et lorsqu'on allait décerner contre lui un mandat de comparution, parce que jouissant de la présomption de l'innocence, M. Vital Kamerhe devrait répondre à ces mandats de comparution, éventuellement être confronté aux personnes l'ayant inculpé, aux personnes ayant cité son nom, si et seulement si il aurait participé à la commission des infractions en tant que co-auteur, soit en tant que complice. Mais parce que cette étape n'a pas été faite, Vital Kamerhe, qui a vu son attention détournée. Comment on a détourné son attention? On l'invite en qualité de renseignant. Bien entendu, parce que c'est un directeur du cabinet du chef de l'État, accomplissant toutes ses missions au nom et pour le compte du chef de l'État. Lorsqu'on l'invite devant le magistrat, évidemment, ça serait pour qu'il puisse donner quelques éclairages au magistrat instructeur. Mais on a détourné en amont son attention. Il vient, il dépose comme renseignant. Alors, la question de savoir est celle de savoir qu'est-ce qui a motivé les magistrats instructeurs de pouvoir commuer un renseignant à un accusé, soit à un inculpé. À mon humble avis, c'est ma première fois de l'apprendre, parce que les magistrats instructeurs dans la phase d'enquête a toute la latitude de peaufiner, d'étoffer l'enquête. Il ne doit pas y aller à la va-vite. Encore que nous sommes pendant la période dite l'état d'urgence. Comment le magistrat est allé à la va-vite? Quelqu'un qui est venu, qui a comparé comme renseignant, il aurait fallu au moins prendre en compte ses déclarations, les analyser froidement. S'il y a des preuves, s'il y a des pièces que ces derniers auraient produites, les analyser, confronter ces déclarations avec ses prédécesseurs, c'est-à-dire les gens qui étaient jadis inculpés. Au besoin, chercher à organiser une confrontation entre les personnes antérieurement auditionnées et les renseignants. Et ce n'est qu'après cette étape, si les magistrats instructeurs devraient se rendre compte qu'il y a des faits justificatifs en ce que les renseignants soient transformés en inculpés,
il allait faire maintenant un rapport. Donc on peut parler de vices de procédure. Il y a, à mon humble avis, je pense que je pouvais aussi donner raison à ceux-là qui disent que il y aurait peut-être de l'acharnement, parce que nous considérons cela comme étant un vice de procédure. Et surtout que la qualité de la personne placée sous mandat d'arrêt provisoire, dont la liberté est privée, là où il y a encore lieu pour nous de pouvoir rappeler la quintessence du circulaire du procureur général de la République à son temps. Parce que vous savez, tous les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, il y a aussi un organe chargé de la surveillance de ce qu'ils font. C'est en cette qualité-là et c'est dans cette perspective que le procureur général de la République peut prendre des circulaires qui sont des directives données aux magistrats dans l'exercice de leur mission. Avec votre permission, je m'en vais vous présenter cet ouvrage intitulé Circulaire et instructions générales. Ça a été publié par le parquet général de la République depuis l'an 2011. Et là, je suis à la page 3e. Le procureur de la République dispose d'un droit d'inspection et de surveillance sur les parquets généraux près les cours d'appel. Ce droit lui permet de dicter les circulaires et instructions applicables à tous les ressorts du parquet généraux et de veiller ainsi à l'unité des jurisprudences. Si on avait édicté les circulaires, c'est pour veiller à l'unité des jurisprudences. Alors, toujours dans le cadre de ces mêmes documents, là je suis à la page 43 intitulée Exercice de l'action publique. Ça c'est le chapitre 4e. Voici maintenant ce que nous dit l'article, c'est plutôt le chapitre 6. Le chapitre 6 de cet ouvrage. Ici, il y a dans certains les poursuites, soit l'ouverture de l'action publique de certains dossiers ayant une certaine sensibilité, les magistrats doivent observer un certain nombre de comportements, soit doivent adopter une attitude, parce que il y a ces dossiers-là qui sont tellement sensibles et dont les conséquences, lorsqu'on parvient à déclencher une poursuite, ça peut avoir directement les conséquences sur l'ordre public, soit la tranquillité publique. Parmi ces dossiers, soit ces affaires, il y a notamment les affaires qui ont une connotation politique. La section première de cet article, de ce chapitre 6, nous dit ceci. Les autorités politiques et administratives doivent, dans l'intérêt général, être informées non seulement de tous agissements délictueux reprochés à leurs subordonnés, mais encore
de l'exercice de l'action publique et de la solution intervenue à charge de leurs administrés lorsqu'il s'agit des faits qui, par leur gravité, les répercussions possibles sur l'ordre ou la tranquillité publique ou par la qualité de leur auteur, appellent leur légitime attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand bien même que le magistrat instructeur, soit le procureur général qui est le maître de l'action publique, a la latitude de décider sur le déclenchement de la poursuite judiciaire, soit le déclenchement de l'action publique, il doit s'entourer d'un certain nombre de garanties, dans ce sens que, pour une certaine catégorie de personnes, à l'occurrence Vital Kamerhe. Qui est Vital Kamerhe? De par ses fonctions politiques. C'est d'abord un chef des partis politiques. C'est aussi un allié de l'actuel pouvoir, mais aussi c'est un directeur du cabinet du chef de l'État. Donc par là, je comprends les pivots stables et dynamiques du pouvoir. Les pivots stables et dynamiques de l'institution président de la République. La boîte noire du régime. La première personne qui participe au secret d'État. La personne qui cogite avec les présidents de la République, parce que, rappelez-vous, je l'avais dit lors de l'émission précédente, converti de l'article D de l'ordonnance loi numéro 09-003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État, à son article D. Les directeurs du cabinet assiste le président de la République dans ses prérogatives du chef de l'État. Il a d'énormes missions. Le président de la République lui fait des propositions. Lui, il mène les études, les analyses et donne les orientations. Alors, maître... Laissez-moi terminer, messieurs les journalistes. C'était seulement pour vous dire que on est allé à la va-vite. Décider de lui priver de la liberté en cette manière-là serait une imprudence grave qui peut avoir des répercussions politiques. Parce que j'ai voulu maintenant aborder quelles sont les conditions pour placer une personne sous le régime des mandats d'arrêt provisoire, mais aussi quelles sont les conditions pour placer une personne en détention préventive. Ok, merci beaucoup. S'agissant de cette question de la compétence du parquet, moi je pense que même les magistrats instructeurs ayant décidé du déclenchement de l'action publique, dans le cas de ces dossiers, s'étaient déjà posé la même question et avaient des doutes pour pouvoir considérer que Vital Kamerhe devait être auditionné, soit déféré devant le parquet général. La raison pour laquelle on a détourné son attention pour lui considérer d'abord comme un renseignant. Parce que s'il n'en était pas ainsi, on allait directement lui décerner un mandat de comparution. Mais parce que, se rendant compte qu'il a rendu un vice-premier ministre, oui, les privilèges de juridiction, les privilèges de poursuite et de juridiction sont légaux, mais aussi il y a d'autres privilèges qui n'ont pas seulement comme la source légale. Ici déjà, lorsqu'on reconnaît au directeur du cabinet du chef de l'État d'avoir rendu un vice-premier ministre et par ricochet bénéficier de tous les avantages liés à un vice-premier ministre,
on peut nous dire quels sont les textes légaux qui ont prévu cela, mais pourquoi on lui accorde d'autres avantages liés à un vice-premier ministre, mais seulement lorsqu'il faut parler des avantages liés aux privilèges des poursuites des juridictions, là on considère comme sinon on ne peut pas les faire. Alors que pour d'autres considérations, on dit oui, il a rang d'un vice-premier ministre, il peut avoir, il bénéficie de tous les avantages et privilèges reconnus à un vice-premier ministre. Mais maintenant, s'agissant du privilège des poursuites et des juridictions, on fait un peu tabula rasa par rapport à ça. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'en vais vous faire la lecture du Code de procédure pénale en son article 28. Alinéa 2. Lorsque les conditions de la mise en détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, c'est une faculté, après avoir interrogé l'inculpé, je souligne après avoir interrogé l'inculpé. Ici, on n'avait pas interrogé l'inculpé. On était en train d'interroger un renseignant sur base d'une invitation. Parce que l'inculpé, on l'interroge sur base d'un mandat de comparution. Les placer sous mandat d'arrêt provisoire à charge de la faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur sa détention préventive. C'est l'article 28. On commence à dire que la première condition pour placer une personne, donc un inculpé, sous les mandats d'arrêt provisoire, est d'abord la réunion de toutes les conditions de la détention préventive. Maintenant, quelles sont les conditions de la mise en détention préventive? C'est l'article 27 du même code. Et l'article 27 dispose ce qui suit. L'inculpé, on revient toujours par l'inculpé. L'inculpé ne peut être mis en détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre, les faits paraissent constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Posons-nous maintenant la question. Vital Kamerhe, dès l'entame de la procédure, était-il inculpé? Nous répondons par la négation. Nous répondons par la négative. Vital Kamerhe n'était pas inculpé, mais du moins était renseignant. Existait contre lui, au cas où il serait inculpé, existait contre lui des indices sérieux de culpabilité. Maintenant, pour apprécier les indices sérieux de culpabilité, ça nous renvoie maintenant à l'analyse du début de l'instruction. Dans cette affaire, il y a eu des accusés, des inculpés actuellement qui bénéficieraient de la liberté provisoire. Ils ont eu à déposer. Mais est-ce qu'au départ, parmi les personnes qui étaient incriminées, parce que je vous rappelle que cette affaire a été ouverte sur injonction du ministre de la Justice. Je parle cela en accord avec la réquisition à expert qui vient d'être lancée, qui venait d'être lancée par les magistrats instructeurs à l'endroit du ministre des Finances. Et que nous dit maintenant les contenus
de cette réquisition à Espère. Dans cette réquisition, il est dit ceci. Ça, c'est pour vous démontrer que ce dossier a été ouvert sur injonction du ministre de la Justice. Réquisition à Espère. Fait et rétroacte. Sur injonction de son Excellence ministre, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, une instruction judiciaire est ouverte à notre office au fait d'investiguer sur l'exécution des travaux publics, construction des seaux de moutons, construction des logements sociaux et autres, inscrits dans le programme d'urgence des 100 jours, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est signé par l'officier du ministère public Kisula Betika, procureur général de Matete. Voilà que, déjà à ce niveau, il y a eu des personnes qui ont défilé devant les magistrats instructeurs. Lorsque ces personnes auraient cité les noms de Vital Kamerhe comme co-auteur, soit complice dans la commission des infractions, les reprochés, donc reprochés à ces accusés-là, on allait directement décerner un mandat de comparution à l'endroit de Vital Kamerhe et directement les considérer comme un inculpé. C'est à ce stade que l'application de cet article, donc l'article 27, pour les conditions de la détention préventive et 28 pour le placement de mandat d'arrêt provisoire à l'être d'application. Mais contre un renseignant, on applique les conditions requises pour un inculpé. Ça, c'est déjà une scorie que nous venons de relever dans cette phase. Donc, nous disons que les conditions pour placer sous mandat d'arrêt provisoire n'étaient pas réunies dans les chefs d'une personne considérée comme renseignant. On pouvait le croire si M. Vital Kamerhe devait être auditionné comme un inculpé. Alors, au cas où il serait inculpé, nous pensons que s'il était inculpé, on allait au moins lui soumettre à une contradiction, à une confrontation avec les co-accusés. Parce que la personne inculpée se sentant déjà sur le point d'être noyé, peut citer toute personne, peut imputer même des faits à des personnes qui seraient innocentes. Mais maintenant, pour élucider cela, on doit lui confronter. On ne l'a pas confronté avec les co-accusés. On a considéré les allégations, soit les dépositions antérieures des autres inculpés, comme une parole de l'évangile, directement pour placer un directeur du cabinet du chef de l'État sous mandat d'arrêt provisoire. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le plan politique, parce que toujours dans le cadre du même ouvrage, il est dit ceci, je suis à la page 88, la décision de priver quelqu'un de sa liberté devra, dans chaque cas, être mûrement réfléchi et ne pourra en aucun cas procéder d'un mouvement d'humeur ou d'une solution de facilité. Au dernier paragraphe, il est dit ceci, les magistrats, les officiers de la police judiciaire devront juger si l'ordre public exige
ou non l'arrestation ou le maintien en détention préventive d'un inculpé. Alors, maître. Messieurs les journalistes, votre question vaut son pesant d'or parce que c'est la même préoccupation du commun des mortels. Toute affaire pénale requiert célérité. Je m'imagine, alors qu'il y a des décisions qui venaient d'être publiées, qui venaient d'être prises par les autorités judiciaires, notamment celle de non-transfèrement par les offices des détenus vers la prison centrale de Makala, soit vers les centres pénitentiaires, pour préserver la propagation de la pandémie Covid-19 et pour le respect de l'état d'urgence sanitaire. Mais nous ne comprenons pas pourquoi deux poids et deux mesures. Un directeur du cabinet des chefs de l'État, auditionné pour la première fois en qualité de renseignement, le même jour, soit les quelques heures qui suivent, son arrestation est ordonnée. On ne l'a même pas placé à résidence surveillée. Parce que maintenant, nous le savons bien que on a fermé toutes les frontières. Donc, sa fuite n'étant jamais à craindre. Directement, on décide de son transfèrement au centre pénitentiaire. Alors qu'il y a des décisions judiciaires, des décisions des autorités judiciaires qui interdisent aux autorités, aux chefs d'office de pouvoir organiser les transfèrements des détenus au centre pénitentiaire. Mais lui au moins, sur quoi les directeurs du cabinet, on les transfère quand même. Oui. Il y a encore une décision du premier président de la Cour de cassation qui rappelle que pendant ce temps, on ne peut pas organiser des audiences foraines à la prison centrale de Makala. Une décision qui vient d'être prise hier. Et heureusement que dans cette décision, le premier président a dit qu'on peut organiser un service minimum. Par là, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire ceci. Étant donné qu'on a considéré à tort M. Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État, comme inculpé, considérons-les comme tels, la durée pour les mandats d'arrêt provisoire est de 5 jours. Dépasser les 5 jours, les magistrats instructeurs doivent présenter l'inculpé, à l'occurrence celui qui est à tort et à travers considéré comme inculpé, Vital Kamerhe. On doit lui présenter devant les juges près le tribunal de paix du ressort de la cour d'appel de Matete, donc un juge du tripé qui doit maintenant statuer sur sa détention préventive, parce que ce n'est pas les magistrats instructeurs qui décident sur la détention préventive. La détention préventive, c'est une décision judiciaire, soit juridictionnelle. C'est-à-dire ça découle d'une décision judiciaire. Mais maintenant, parce qu'il n'y a pas les audiences foraines qui se tiennent à Makala, on devra donc organiser sur, tenant compte de l'esprit du circulaire, de la circulaire du premier président, notamment lorsqu'il dit qu'on doit organiser un service minimum, le tribunal de paix compétent doit organiser un service minimum pour organiser une audience spéciale pour statuer sur la détention préventive de Vital Kamerhe. Parce qu'à cette audience-là, ce dernier a la latitude de pouvoir solliciter sa liberté provisoire. Donc, il peut, la loi lui donne cette possibilité-là de solliciter sa liberté provisoire. Donc, non, même pas. Pourquoi doit-on attendre la fin de l'état d'urgence? D'autant plus que la détention
est une exception et la liberté, c'est la règle. Lorsque le premier président de la Cour de cassation a laissé cette marge-là de l'organisation des services minimums, le tribunal compétent doit organiser une audience foraine, ce qui permettra à l'honorable Vital Kamerhe, lors de l'audience qui doit statuer sur sa détention préventive, de postuler en même temps sur sa liberté provisoire. Parce que la loi, notamment le code de procédure pénale, en son article 28, qui dispose sur la détention préventive, trouve comme corollaire l'article 32 qui dit ceci: tout en autorisant la mise en détention préventive ou en la prorogeant, les juges peut, si l'inculpé les demande, ordonne qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire. Voilà. Et l'alinéa 2e de cette même disposition nous dit ceci: la liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner les scandales par sa conduite. Déjà à ce niveau, M. Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, lors de l'organisation de cette audience-là, qui doit statuer sur ce dernier, c'est-à-dire Vital Kamerhe, ne va pas entraver la continuité de la procédure. Il est reconnu. Même le président de la République, lui, reconnaît cette qualité-là, cette vertu-là, du pacificateur. D'ailleurs, je reconnais encore une fois, lorsque le président de la République, juste lors de la proclamation du résultat de son élection, il avait dit que je reconnais cette qualité-là dans les chefs de mon frère Vital Kamerhe comme les pacificateurs. D'ailleurs, d'autres l'appellent pacificateur jusqu'au bout. Alors, ce dernier, le pacificateur Vital Kamerhe, va demeurer serein et ne sera pas se comporter comme une personne qui causera des scandales pour les bons déroulements, soit la continuité de l'instruction. Il sera en liberté lorsque le moment opportun viendra pour qu'il puisse la solliciter. Messieurs les journalistes, vous savez, la constitution de notre pays, voire même d'autres textes législatifs de portée internationale, reconnaît les principes de la présomption de l'innocence. Toute personne accusée d'un fait infractionnel bénéficie de la présomption de l'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. À ce stade, nous sommes encore dans une phase préjuridictionnelle. Il est donc prématuré de considérer comme si Vital Kamerhe cesserait d'accomplir ses fonctions parce qu'il n'a pas été encore condamné jusque-là. Il peut à tout bout de champ reprendre ses fonctions, d'autant plus que il n'est pas encore suspendu de ses fonctions en qualité de directeur de cabinet, parce qu'il n'y a aucune décision judiciaire définitive lui reconnaissant, soit établissant sa culpabilité. Merci beaucoup pour la question. Raison pour laquelle je vous disais dès l'entame de cette émission que, s'agissant d'une catégorie de personnes dont les fonctions ont une certaine portée politique, il faut s'entourer d'une certaine prudence et recueillir les avis de l'autorité politico-administrative avant de déclencher la poursuite. Parce qu'à ce stade, Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui, messieurs les journalistes.
C'est une histoire première au monde. Un chef de l'État qui voit son chef, soit son chef de l'administration, les chefs de son administration, les directeurs de son cabinet être déférés devant le parquet, alors que par ricochet, tout ce que le directeur du cabinet fait, c'est d'abord, il est sous la couverture du chef de l'État. Une telle personne qui est la boîte noire du pouvoir. On devrait au moins solliciter l'avis du président de la République. Et je sais au moins que ces derniers seraient même informés. Messieurs les journalistes, la circulaire du PGR recommande aux magistrats instructeurs que sa légitime attention est souhaitée s'il faut poursuivre d'autres personnes, même si elles ne bénéficieraient pas du privilège de poursuite et de juridiction, mais dont la fonction politique qu'elles assument appelle à une grande circonspection avant de décider sur leur poursuite. Parce que maintenant là, imaginez-vous par absurde que si tout au long de l'instruction, il y a d'autres révélations accablantes impliquant indirectement, soit directement, les chefs de l'État pour qui M. Vital Kamerhe agissait à son nom et pour son compte. Si tout au long de l'instruction, il se dégage une corréité, si la notion de la participation criminelle soit dégagée, si la notion de la complicité soit démise, quelle sera la conséquence? On risque d'éclabousser même la personne du chef de l'État. Non. Cette procédure risque de souiller même la sacralité des fonctions du chef de l'État. La sacralité de la fonction du chef de l'État appelle à une grande prudence, même lorsqu'il faut enquêter, soit déclencher les poursuites contre les personnes qui l'entourent. Alors, messieurs les journalistes, à l'époque du président, de l'ex-président Joseph Kabila, il y avait des grandes bévies qui se commettaient aussi par ses poches. Mais est-ce que vous savez avec quelle sagesse politique l'ex-président Joseph Kabila s'est comporté? Est-ce que manquait-il des moyens pour déclencher, soit demander à ce qui est déclenchement des actions publiques contre les auteurs? Est-ce que l'état des droits dont clament certains doit commencer par ces cas? Le président actuel, le président son excellence Félix Tshisekedi en venant au pouvoir, n'a-t-il pas trouvé sur sa table d'autres cas emblématiques qui portent atteinte gravement à l'état des droits? Il y a des cas légendaires, emblématiques, qui se sont commis même pendant son exercice, son avènement au pouvoir. Mais pourquoi doit-on braquer les regards uniquement sur ces cas de son directeur de cabinet? Raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui pensent avec raison qu'il doit y avoir un acharnement politique et que l'on se serve des béquilles judiciaires pour matérialiser cet acharnement au nom de la séparation du pouvoir, parce que plus tard les autres, les uns et les autres se frotteront les mains pour dire que non, nous sommes dans un état de droit, il y a le principe de la séparation du pouvoir, nous ne pouvons pas faire émission au pouvoir judiciaire, alors que nous savons bel et bien que pour les cas d'un directeur de cabinet, les chefs de l'État devraient impératif. C'est tout à fait normal, encore que M. Vital Kamerhe, c'est une personnalité politique habituée à une sportivité politique légendaire, appréciable et avérée. Si on décide de son remplacement au stade actuel, je pense que ce n'est pas une décision qui doit surprendre Vital Kamerhe, parce que
la grave décision qui était intervenue lorsqu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Il était serein et d'ailleurs il avait organisé le processus électoral pour son remplacement au perchoir sans problème. Il était très content, très à l'aise. Je ne pense pas que ce soit cette décision de son remplacement qui pourra l'étonner. Je ne pense pas. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.